Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nous continuons notre tour de l'Occitanie et je vous parlerai de 3 villes, Albi, Carcassonne et Lourdes, ainsi que de gastronomie. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Épiscopal, c'est un adjectif qui signifie qui appartient à l'évêque. S'affranchir, c'est se libérer d'une contrainte, s'en débarrasser. Une lithographie, c'est l'art de reproduire par impression les dessins tracés avec une encre ou un crayon gras sur une pierre calcaire et par conséquent une feuille, une estampe imprimée par ce procédé. Ocre, c'est une couleur brun-rouge ou brun-jaune. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par Albi et voyons un peu d'histoire de la ville. Au début du Moyen-Âge, Albi se développe en tant que place forte ou oppidum, entourée de remparts. La ville occupe le plateau entre le Tarn et le ruisseau de Bondibou. Dotée d'un siège épiscopal, Albi est partagée entre l'autorité de l'évêque et celle des vicomtes, qui sont vassaux du comte de Toulouse. Dans la France féodale du XIIIe siècle, les vassaux commencent à s'affranchir du pouvoir royal. Ainsi, Albi, comme la plupart des villes du Midi, devient une communauté quasi indépendante. À travers les siècles, Albi a été le foyer d'une vie culturelle et intellectuelle florissante. Pendant le Moyen-Âge, la ville abritait aussi un scriptorium notable, en lien avec le pouvoir épiscopal. Dans cet atelier, on rassemblait et surtout on recopiait des textes et des livres essentiels pour la liturgie. Je vous invite donc à visiter la cité épiscopale. La cité épiscopale d'Albi a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Parmi ces joyaux figurent le palais épiscopal d'une grande majesté et l'imposante cathédrale. La brique est l'élément architectural emblématique, créant une atmosphère urbaine distinctive. Elle est le symbole de son identité et de sa singularité, avec des nuances de couleurs changeantes selon la lumière, allant du rouge au rose et à l'ocre. Utilisée dès le Moyen-Âge, cette brique a permis la construction d'un ensemble urbain devenu exemplaire aujourd'hui, constituant l'unique héritage en Europe de ce style architectural. Fabriqué localement sur les rives du Tarn, avec la terre du lit de la rivière, ce matériau est omniprésent, tant dans l'architecture religieuse que civile. La cathédrale et le palais de la Berbie figurent parmi les plus grandes constructions de briques cuites au monde. Ensuite, le musée Toulouse-Lautrec. Le musée Toulouse-Lautrec à Albi est un lieu de référence international pour l'œuvre de l'artiste né justement à Albi. La collection comprend pas moins de 219 peintures, 563 dessins et 183 lithographies. Elle rassemble des œuvres variées, allant des toiles de jeunesse aux portraits majeurs, en passant par les tableaux des maisons closes, les estampes sur le monde du spectacle et les réclames, ainsi
que des œuvres tardives. Cette diversité en fait une collection exceptionnelle. Chaque phase de sa carrière artistique est représentée, mettant en évidence son don pour l'observation, son talent de dessinateur et son souci du détail significatif. Partons ensuite pour Carcassonne. La cité de Carcassonne est avant tout connue comme une ville médiévale fortifiée. Je commence donc par la cité médiévale. Située sur la rive droite de l'Aude, la rivière qui traverse la ville, la cité médiévale est une ville médiévale toujours habitée, avec 52 tours et 2 enceintes concentriques formant 3 kilomètres de remparts. On peut y accéder librement de jour comme de nuit, par la porte narbonnaise et la porte d'Aude, et une grande partie de la cité médiévale peut être visitée librement. Située au cœur du quartier de la cité médiévale de Carcassonne, le château Cantal et les remparts ont été construits au XIIe siècle et modifiés au cours des siècles suivants. Puis, le lac de la Cavaillère. Le lac de la Cavaillère est un vaste complexe de loisirs en pleine nature, couvrant plus de 40 hectares, situé aux abords de Carcassonne. Ce véritable havre de paix à Carcassonne vous transporte directement sur le chemin des vacances. C'est un lieu de promenade et de détente, où vous trouverez des aires aménagées pour pique-niquer, des pédalos, des jeux gonflables aquatiques, du téléski nautique, du wakeboard, du paddle, ainsi que plusieurs terrains de beach-volley. En saison, 3 plages sont surveillées et il y a même un parc acrobatique forestier. Enfin, parlons de Lourdes. Depuis les apparitions de Lourdes en 1858, ce site est devenu un important centre de pèlerinage catholique. Classé grand site de Midi-Pyrénées, il est le 4e lieu de pèlerinage le plus fréquenté par les catholiques, après le Vatican, la basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico et la basilique Notre-Dame d'Apalecida au Brésil. À Lourdes, il est aussi possible de visiter le château fort médiéval. Cette forteresse fut la résidence des comtes de Bigorre jusqu'en 1195. Pendant la guerre de Cent Ans, le château fut repris aux Anglais, qui le détenaient depuis le traité de Bretigny en 1360. Au cours des différents mouvements d'alliance et de conflits, le château changea plusieurs fois de propriétaire, passant notamment entre les mains du roi de Navarre, comte de Bigorre, qui devint plus tard Henri IV. Après toutes ces visites de villes médiévales, je vous invite à découvrir la gastronomie occitane. La cuisine occitane repose sur des savoir-faire locaux exceptionnels et des ingrédients de qualité, tant côté terre que côté mer. On y trouve des produits nobles tels que le foie gras, la truffe et le roquefort du côté terrestre, et des délices marins comme l'huître de Méditerranée, le riz de Camargue ou encore l'anchois de Collioure. Commençons par le foie gras. Je sais, pour les amants des animaux, il s'agit d'un produit barbare. Cependant, je ne peux pas vous parler de la gastronomie occitane sans vous le citer. Le foie gras du Sud-Ouest est une spécialité incontournable, avec une saveur subtile et unique au monde. L'Occitanie est le territoire par excellence de cette délicatesse, en particulier grâce au Gers,
qui est le premier département français producteur de foie gras traditionnel. C'est aussi le berceau de marques renommées telles que Duc de Gascogne ou Comtesse du Barry. Le cassoulet. Le cassoulet est une spécialité régionale du Languedoc, composée de haricots secs, généralement blancs, et de viande. Au début, il était préparé avec des fèves. Son nom vient de la cassole, une cocotte en terre cuite émaillée, appelée cassola en occitan. La légende, rapportée par Prosper Montagnier, situe l'origine du cassoulet dans la ville de Castelnaudary, pendant la guerre de Cent Ans. Lors du siège de Castelnaudary par les Anglais, les habitants affamés auraient rassemblé tous les vivres disponibles, fèves et viande, pour préparer un immense ragoût ou estofa, afin de donner de la force aux combattants. Grâce à cela, ces derniers auraient réussi à repousser les assaillants et à libérer la ville. Bien sûr, comme d'habitude, il s'agit d'une légende qui ne résiste pas aux vérifications historiques. Mais elle est très jolie, non? Je vous citerai ensuite, en ordre aléatoire et non d'importance, différents plats. La garbure. C'est une soupe du sud-ouest, considérée également comme un plat à part entière, tant elle est copieuse. Elle est composée de morceaux de légumes de saison et de viandes diverses, canard confit, jarret de porc, saucisses, le tout mijoté très longuement. La brandade de Nîmes, préparation de morue, travaillée à l'huile d'olive et au lait, pour obtenir une sorte de crème, à déguster froide sur un toast ou en gratin. La crème catalane, c'est une spécialité du Roussillon cuite à la casserole, à ne pas confondre avec la crème brûlée qui, elle, est cuite au four. Pour terminer, si vous appréciez le vin, je vous conseille un vin célèbre de l'Occitanie, le Caheur, vin exporté dans de nombreux pays, dont la Chine, la Belgique ou le Canada. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des Jeux Olympiques.